trafiquant que l'on voit dans le Dans le film film. de French Grand Connection acteur. correspondait physiquement à l'un de ces personnages marseillais C'est ça. et dont je ne veux pas prononcer le nom parce Ouais. que je ne tiens pas à avoir du papier bleu et mourir de saturnisme à Marseille. Donc, et qui, tout le monde l'a reconnu quand j'ai vu pour la première fois au cinéma ce film, French Connection, quelqu'un, une voix bien grasse marseillaise qui a dit « T'es, c'est lui ». Voilà. Et c'est lui. François, avant de savoir écrire, finalement, parce que avant d'être au journal, avant de faire tout ça, tu viens d'où finalement? Qui était ton père, ta mère? Tu viens de quelle région? Non mais d'abord je savais écrire avant de Avant Avant de naître? de naître. Ouais. avant de venir ici. Mon père était mon idole. Raoul, c'était un personnage beau, plein de charme. Quand je pense à lui, je pense à Fred Astaire. par D'accord. exemple. Ah ouais, un danseur. Et plein de charme qui m'adorait. Ma mère était une femme vraiment formidable, comme chacun ici d'entre nous. Je parle de ses parents en disant c'est le Ouais. meilleur du monde. Mais Normalement. qui m'a poussé qui faisait les versions latines avec moi, qui me tirait les oreilles, qui me passait. Par exemple, quand je fais toujours le même cauchemar, si vous voulez. C'est que je suis totalement allergique aux mathématiques. Oui. Et il y a toujours cette question, comment faire une équation du second degré ax2 plus bx plus c égale 0. Je ne sais toujours pas. Je crois que c'était de la paresse surtout. Et donc, elle a insisté pour que j'arrive à résoudre l'équation, mais je n'y suis jamais arrivé. Tu as été poussé vers les mots. Quel a été ton premier choc en littérature, comme on dit? Le premier livre qui t'a... Les Thibauts de Roger Martin Dugard. Ah ouais. Ouais, et puis surtout, on peut dire aussi en littérature, parce que j'y accorde une très grande importance, voilà, ça tient à mes deux passions qui sont le jazz et la boxe. Mhm. Et j'ai découvert le jazz à l'âge de 12-13 ans en lisant un bouquin de Milton Mesmer, La rage de vivre. C'est-à-dire, c'est un clarinettiste de pas très grande qualité, mais qui était blanc et qui était en prison et qui s'est immédiatement immergé dans cette musique. Ouais. Comme il n'avait aucun instrument, il jouait avec un peigne et sur le peigne il y avait un papier huilé. Il arrivait à sortir des sons À avec sortir cette des histoire-là. sons avec ça. Il faut lire La rage de vivre. Donc, ton enfance dans le jazz, dans l'amour de cette musique qui débarquait, finalement, je crois que tu es des années 30. Ah non, il faut pas me... Enfin, je suis pas Mathusalem encore. Non plus. Non. C'était les années 50, les années 40, 45, d'après-guerre. Il se trouve qu'étant né en Algérie, les Américains ont débarqué en Algérie bien avant de débarquer en France. Et on a vu arriver les Johnny, les G.I., etc., qui nous faisaient découvrir cette musique qui était sublime. Et parallèlement, ça tient à des ressorts psychanalytiques peut-être chez moi, encore que je ne crois absolument pas à la psychanalyse. Ouais. Mais j'ai été élevé auprès de ma mère par une Espagnole, une gallega, qui avait vécu 10 ans à Cuba. Donc, et qui m'a immergé aussi dans la musique cubaine. C'est-à-dire qu'en même temps où j'écoutais Armstrong, Muddy Waters et quelques grandes du jazz, j'écoutais et j'allais avec elle assister à des concerts avec Pérez Prado et le Mambo. Voilà. Et t'es resté combien de temps en Algérie? Parce que je sais que tu arrives vers 25 ans, c'est ça, à Marseille? Ah non, bien avant. Bien avant? Je suis resté jusqu'à l'âge de 14 ans en Algérie. Ouais. Et je faisais mes études secondaires à Paris, où j'ai passé ma philo au lycée Chaptal, voilà. Chaptal, en face du théâtre Héberto. D'accord. Exactement. Dans le 17e, à Paris. 9e. Et nous avons monté là-bas avec un copain, on était aussi des fous de jazz, une petite boîte rue des Abbesses, où on amenait les copains et leurs copines le samedi et dimanche, qui venaient danser. On leur faisait payer le coca toutes les 5 minutes en disant. Ouais. Donc, et comme ils étaient chauds avec leurs petites copines, ils payaient chaque fois. Voilà. Ton arrivée sous les nuages à Paris, ça n'a pas été un déracinement pour toi? Enfant du soleil? Pas du tout, non, c'était le Paris que j'ai aimé,
que j'aime beaucoup moins aujourd'hui. C'est un C'est vrai que Paris ça a encore changé, ouais. authentique, il n'y avait pas le périphérique, il y avait des bars, on écoutait beaucoup de jazz, j'ai Des écouté ouvriers. beaucoup de jazz Ouais. et qui m'a permis de connaître beaucoup de musiciens américains. Et comment t'es arrivé à Marseille alors? Après, Marseille, c'est un accident de parcours, si je puis dire, ouais. parce que j'ai suivi mes études, je devais être dentiste, Ouais, c'est ça, j'ai vu ça. j'étais à Besançon, Ah, et dans les années... Besançon, dentiste. Oui, pourquoi pas. Et il y avait quoi à côté de Besançon? Il y a des lacs, Non, il y avait des pistes de montagnes. ski surtout, et j'adore le ski. D'accord. Donc Ah, il y a toujours une bonne raison finalement. Bah oui, et puis c'est une ville que j'adore, qui est une des plus belles villes de France, et j'ai adoré, voilà. Et c'était au moment de la guerre d'Algérie, mon sursis a été, j'allais dire presque heureusement coupé, parce que les études me poursuivaient, mais moi je n'arrivais pas à les poursuivre. Donc j'ai eu beaucoup de mal à obtenir une première année. Et puis j'ai coupé par le sursis la guerre d'Algérie. Comme j'étais contre cette guerre, ce qui était quand même assez difficile À l'époque. à assumer, dans la mesure où je suis né en Algérie, je suis juif, nobody is perfect, comme on dit, je peux dire. Ouais. Et donc c'était très difficile d'être contre cette guerre. Et on m'a amené des gens à torturer, ça n'a jamais marché avec moi. Voilà. Donc j'ai été libéré. Et il fallait que, donc je pensais poursuivre mes études. Je suis venu à Marseille parce que mon frère était secrétaire général du Provençal, donc j'ai ici un job, ok. etc. Là, t'es un jeune journaliste, un jeune homme. Pardon? Tu as 20 ans, 23 ans, 25 ans, 28, un peu plus. J'ai 24 ans, je crois, 24 23, 24 ans. jeune homme. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc je suis rentré à la... Et tu commences comme correcteur, c'est ça? à la correction, oui. Ouais, c'est ça. La correction, donc je travaillais de 8h du soir à 2h du matin et il fallait que je me lève à 6h pour aller en fac à Saint-Jérôme. Ah non, pas à Saint-Jérôme, à Saint-Charles. Et donc j'en ai eu marre et je me suis dit, j'ai réalisé que je ne pourrais pas passer ma vie à extraire des dents, j'allais dire, et à dire ouvre la bouche à des bouches qui puent. Voilà. T'avais envie c'est ça. d'extraordinaire tôt. Pardon? Tu as eu envie d'extraordinaire assez tôt finalement. L'extraordinaire? Ouais. Non, tout ça est venu par un certain hasard. J'ai démissionné de mon poste de correcteur. Ouais. On m'a proposé une place de journaliste, rédacteur Sportif, c'est ça? à la rédaction sportive. Ouais. C'est ça. J'aimais bien ça, comme j'ai fait beaucoup de ski et de natation, notamment à Marseille, avec les époques de Mosconi, etc. Ouais, ouais. Et est-ce que c'est là où tu as rencontré Eugène Sacomano? C'est à cette époque-là ou pas? Eugène, mon grand ami, voilà. Voilà, oui. On habitait juste à côté. À d'ailleurs. côté d'ici, rue des Ports du Sud. il Rue me des disait Ports ça. du Sud. Et rue des Ports du Sud, je crois que c'est le titre d'un des livres d'Albert Londres, justement. Non, non. Où Non, c'est pas le titre exact. C'était L'une d'Albert Londres, c'est Marseille. Marseille, Port du Sud. Marseille, Port Oui. du Sud. Je crois que c'est ça. La rue des Ports du Sud est juste à côté. Ouais, Un c'est cul-de-sac sympa. d'ailleurs, un cul-de-sac. Avec Une Sacco et. Et c'est là que tu as rencontré Eugène? C'est quand tu es rentré dans Non, la non, vie Eugène sportive, c'est était beaucoup plus journaliste tard. au Provençal avec moi. Ah bah C'était c'est un ça, pote ouais. de bureau, quoi, au final. Il était au soir et on avait tous les deux, lui avait en quelque sorte, il avait son poste de journaliste au Provençal, il s'occupait de tout, des faits divers, pas mal de choses de ce style-là, plus la musique, plus Ah oui, il faisait plein de choses en même temps. les yéyés de l'époque, il organisait des galas d'ailleurs, Sheila, Clo-Clo, etc., D'accord. pour gagner un peu d'argent. Ouais. Et moi j'étais au soir, mais il était en même temps correspondant d'Europe 1. D'accord. Donc et je pense que j'étais attiré très rapidement par la radio et j'ai réussi avec beaucoup de difficultés quand même à avoir la correspondance. J'ai monté l'antenne de RTL à Marseille D'accord. et donc on faisait à la fois le Provençal le soir et la radio. Et avec Sacco, on se partageait tout, c'est-à-dire Tout. l'appartement, les copines, Les clés des voitures, les clés des voitures. les baignades. Et on a eu une époque assez... Ah oui, assez festive, hein, tu me racontais en... Pardon? Assez festive quand même. très, non seulement festive, c'est sûr festive. N'oublions pas, on est dans les années 60, oui. 67, 68, et on vivait dans le quartier d'ailleurs ici.
D'abord, Il n'y a pas de hasard. rue d'Andoum, Ouais. dans une maison un peu... il n'y a pas de téléphone. Ensuite, au parc Montvert, juste à côté. Ouais. Et ensuite, rue des Ports Sud, ici. Voilà. D'accord. Rue des Ports Sud. Comment tu es passé du journalisme sportif à ce qu'on appelle l'investigation? C'est pas venu en 2 minutes. Ce mot investigation me gêne un peu, Oui. parce que... Pourquoi? Non, parce que tout journaliste fait de l'investigation, quelle qu'elle soit. Bon, on se spécialise après dans des enquêtes, c'est différent. Mais le type qui fait des chiens écrasés, moi j'en fais, ça m'arrive. C'est une enquête, ça reste une enquête. C'est une enquête, c'est toujours de l'investigation. Alors ce qui m'a amené peut-être à être un peu plus à développer un peu plus sur ce thème-là, c'est que j'ai fait de la radio. Et en faisant de la radio, ici Marseille, il ne faut pas oublier, les années 60, c'était la fin de la guerre d'Algérie, l'OAS, les faits divers, les hold-up, ceux dont il ne faut pas parler à Marseille. Attention, vous parlez de faits divers, de hold-up, etc. On vous dit, vous faites du Marseille bashing. Ouais. Le seul mot que certains politiques connaissent en anglais, c'est bashing. Moi, je préfère, comme je dis, je préfère faire du Marseille investigation. Et je préfère, à la limite, j'aimerais bien faire du Marseille kissing. Mais kissing, pas avec n'importe qui. Toi, tu faisais du sport, tu as toujours été un sportif. Tu t'es retrouvé comment? Parce qu'à l'époque, c'est ça le sujet. Le sujet, c'est ça. C'était à l'époque la drogue, la French, tout ce qui s'est passé ici. Comment t'es tombé sur ce sujet? Comment tu as pu prendre autant de risques, finalement? Non, la drogue, c'était quelque chose de tout à fait inattendu. C'est-à-dire, dès que je suis arrivé, j'étais à la rédaction, j'avais cette image véhiculée par les médias depuis très longtemps. On disait Marseille, capitale de la drogue. Et j'ai demandé à mon rédacteur en chef de l'époque, je voudrais faire une enquête sur la drogue. La première réponse qu'il m'a faite, tu nous emmerdes avec cette histoire-là. On va faire des sujets sur Brigitte Bardot. Je dis bon, j'étais quand même un peu étonné. Ouais. Et puis, les années 60, à partir de 67, 68, avec tout ce qui s'est passé, il faut, pour ceux qui ont un peu moins de 20 ans, un peu plus de 20 ans aujourd'hui, ils s'en souviennent. Il y a eu cette fameuse, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le premier concert de Léonard Cohen à Saint-Pons, ici près de... C'était dans une propriété. On a été pratiquement immergé dans un nuage de hashish, si vous voulez. Et sacré Léonard. Moi, il faut toujours pas m'en parler d'ailleurs. On est dans la France de Gaulle quand même à l'époque. Hein. Ouais. Oui, que ça soit. Ouais, Oui. Bon, toujours est-il que je disais, c'est quelque chose, c'est pas ma culture, si je puis dire. Il y avait cela. Et puis très rapidement, on est arrivé du hashish aux drogues dures. Drogue dure, c'est-à-dire l'héroïne. C'était l'héroïne à l'époque. Ouais. Qui faisait très mal. Tout a été déclenché en 69. Je me souviens que je revenais de faire l'histoire du premier homme sur la Lune, Apollo 11. Et en 69, en rentrant, il y a eu un fait divers qui a mis le feu, j'allais dire aux poudres, plutôt à la poudre. C'est ça. C'est une jeune fille qui est décédée à Bandol, la première victime de l'héroïne. En France. Qu'on a retrouvée dans le casino de Bandol avec une seringue dans les veines et décédée. Donc immédiatement, ça a été un séisme. Tu as raconté toi cette histoire à l'époque. Pardon ? Tu as raconté, écrit toi cette histoire. Donc j'ai commencé à raconter ça. Bon, je n'étais pas spécialiste, je ne connaissais rien aux stupéfiants. Et puis peu à peu, finalement, vous voyez, je faisais ce qu'on appelle la main courante, les flics, et je ramassais les informations sur un toxicomane ramassé à tel endroit, un autre à tel endroit. C'était la chronique quand même de la toxicomanie. Et c'est à partir de là que... Aujourd'hui, je peux le révéler, je joue au tennis avec le consul américain ici, qui est un vieux playboy, très beau mec, etc., vieux routier de la CIA sans doute, et qui un jour m'a dit, François, je vois que tu t'intéresses à la drogue, si tu veux, je peux te brancher sur quelqu'un qui va t'en parler. Le fameux. Et j'ai eu rendez-vous à Paris avec le chef du narcotique bureau, John Cusack, avec qui on a passé cet accord. Il m'a dit, voilà,
je vais ruer dans les brancards, balancer des infos qui vont... Oh bah sans ça. Moi, on va m'expulser, vous faites votre truc, mais on va mettre les pieds dans le plat. Au moins, ça va obliger la police à faire quelque chose, etc. Donc, ce qui s'est passé, ça a été un séisme. Effectivement, j'ai sorti ça avec beaucoup de difficultés dans le Provençal et ensuite à RTL. Et à partir de là, ça a été effectivement le début de ce qu'on appelait la French Connection, voilà, c'est-à-dire la recherche. Et là, t'as pas eu des menaces ou une peur de là où tu allais justement, parce que là, tu mets les pieds dans le plat. Il y a des articles qui te protègent. Les menaces, comment expliquer cela? Je crois qu'il y a quelque chose de très, j'allais dire romanesque, qui tient du roman, la menace, etc. On a été menacé avec Eugène, avec Sacco ici. On habitait rue des Ports Sud. Là, on a appris pourquoi on avait été menacé, mais ce n'était pas des menaces en fait. C'est-à-dire que Sacco avait écrit Bandit à Marseille, c'est-à-dire après l'assassinat d'Antoine Guérini. D'accord. Et il raconte l'histoire de Bandit à Marseille. Un bouquin formidable, parce quand on parle de Sacco Mano, c'est le gueulard du foot. C'est un type extrêmement cultivé, un des plus grands spécialistes en France de Céline et de Giono. Bon. Mais ça restait, Sacco, c'est le hurleur du foot, etc. Bon. Et donc, Sacco a écrit ce bouquin, et on habitait juste à côté, rue des Ports Sud. Incroyable, il n'y a pas de hasard. Les pneus crevés, j'avais une MGV, je me souviens, les pneus crevés, les coups de téléphone à 3h du matin. Et petite anecdote qui va peut-être vous faire sourire. Il avait le permis de port d'armes. Ah, quand même. Mais journaliste sportif à l'époque. On est à Marseille. Mais il était très, le connaissant, je lui ai dit, touche pas à ça, et pas beaucoup de sang-froid, disons quoi. On ne sait jamais. Et moi, il m'attendait que je termine les mises en page du soir. À l'époque, ça s'appelait le soir à Marseille. Pour que je l'accompagne ici, on habitait au même endroit, quoi. Et moi, je déteste les armes aussi. J'avais juste un coup de poing américain. Et on faisait rigoler tout Marseille, c'est les courtes pattes et patachons, hein, qui rentraient chez eux faire on se faisait des potages tout préparés. Ouais. Et puis, on rentrait là-dedans, bon, qu'est-ce qu'on peut faire si un mec veut vous descendre avec un coup de poing américain? Alors, moi, je ne veux pas tenir une arme, ça ne m'intéresse pas. Et donc, à partir de ce moment-là, un soir, on rentrait comme ça, et on a entendu du bruit au fond de l'impasse, là, comme ça. Et il a commencé à dire, attention, il tremblait, il nous attend, il m'attend. Je dis, calme-toi. Et il avait le pétard dans sa poche intérieure, avec une balle dans le canon. D'accord. Et un coup qui est parti. Et on a failli perdre Eugène. Une minute après, il y avait 200 légionnaires qui montaient le couteau entre les dents. Eh oui. Parce qu'ils étaient à côté. C'était un pauvre légionnaire complètement ivre qui pissait dans le coin. Voilà. C'était trompé d'impasse. Et qui avait entendu un coup de feu. Il a dit, à moi la Légion, la guerre recommence. Voilà. Tout ça, il y a bien un moment où quand on continue à pousser l'enquête, on dérange des gens. Parce que c'était un système à Marseille, c'était une industrie, c'était quelque chose de très organisé. On en a fait des livres, on en a fait des films. Comment t'as sorti ce fameux bouquin? Au bout de combien de temps? Combien d'années d'enquête, d'études Je l'ai sorti à la fin de l'enquête, c'est-à-dire une fois que... Mais déjà, j'écrivais dans le journal, j'écrivais des histoires, etc. Mais j'avais une certaine façon de me protéger. Je crois que quand on n'aime pas les armes, comme moi, quand on se défend avec son cerveau, c'est peut-être ma seule qualité, j'en sais rien. Le cerveau, c'est important. Et il faut être un peu malin, voilà. C'est-à-dire que j'avais des infos que j'avais trouvées. Je précise bien, ni un flic, ni un truand, je ne les fréquentais pas. Et les flics, c'était la langue de bois, les truands, je ne les connaissais pas. Donc, j'avais juste un petit informateur qui écoutait les flics, par contre. Voilà. Et donc, il me menait sur des coups, quoi. Mais quand j'avais cette information que j'avais exploitée, je traînais dans tous les bistrots où je sais que j'allais être écouté. Et je disais, bon, je faisais de l'intox. Ouais. Et je disais, François, alors, il me connaissait parce que je faisais des papiers dans le journal sur le sport, sur l'OM, Scoblar et tout ce qu'on veut.
Et puis, et puis, je veux dire, putain, j'ai entendu parler, il y a un journal américain qui fait des trucs, il paraît qu'il y a une affaire de drogue à tel endroit que je connaissais. Ouais, bien sûr. Les Américains la connaissaient même pas d'ailleurs, mais moi je la connaissais. L'observateur va sortir un truc. Ça voulait dire que j'éparpillais en quelque sorte Les informations. les informations. S'il a fallu me descendre, il aurait fallu descendre de 200 journalistes. Quoi. Donc j'ai sauvé ma peau comme ça. Et tu disais aussi qu'à l'époque, dans les bars, dans les années 60-70, tout le monde se côtoyait en fait. Dans les bars, il pouvait y avoir les gangsters, les journalistes, les juges. Oui, ça c'est une particularité de Marseille. Ça. Ouais. Comme ce soir peut-être ici, je ne sais pas. Ici, oui, c'est vrai qu'il y a des... Il y a peut-être, je pense. Il y a peut-être des gangsters, des flics, des magistrats, des journalistes, j'en suis. Bon, ça fait partie de Marseille, ça. Et tout le monde se côtoyait, se connaissait, en fait. Tout le monde se connaît. Ouais. Tout le monde se connaît. Et je me souviens d'une petite anecdote au moment de l'affaire d'Oriol. La tuerie d'Oriol. Terrible. On attend l'arrestation des mecs, etc. Il y a une avocate marseillaise qui nous invite dans une soirée comme ça chez elle. Je me souviens au bout de la rue Paradis. Et il se trouve que c'est bon pour un avocat d'avoir des flics, des journalistes, des magistrats. Bon, pour la pub, ça peut servir, quoi. À cette soirée, il y avait un truand qui était son amant, un très beau mec, qui était sorti de prison le matin même des Baumettes. Le matin même. Le directeur des Baumettes, un flic, un copain à moi qui était là, et le juge d'instruction qui avait enquêté sur ce mec-là. Et de quoi parlait-il ? Mais tout le monde parlait de l'affaire d'Oriol, bien sûr, etc. Du fait du jour, du jour. Mais pas des histoires qui concernaient personnellement chacun d'entre eux, quoi. D'accord, ouais, c'est ça. Mais ça, c'est Marseille. Voilà. Ouais. Est-ce qu'ils faisaient la fête ensemble, au fond, quelque part Il y a une boîte à Marseille que vous connaissez tous, la commanderie, chez Maurice. Chez Maurice, je peux dire que c'est Sacomano et moi qui avons lancé sa boîte, parce qu'on a amené des copains, des journalistes. Le soir, vous avez des truands, des flics, des magistrats, voilà. Donc c'est Marseille. On trouve pas ça ailleurs. Je dis d'autant plus que quand on m'accuse de faire du Marseille bashing, je revendique. Je dis oui. J'appelle pas ça du Marseille bashing, j'appelle ça Marseille investigation. Seulement, mon histoire de la French Connection, avant moi, tous mes confrères qui connaissaient toutes les histoires, personne n'avait écrit l'histoire. Personne n'en parlait. J'ai prétendu, ça m'a valu à la fois des colibés, même des menaces récemment, parce qu'on s'est réunis aux Arsenaux ou les prix Albert Londres du coin. J'en ai entendu parler. Et on m'avait demandé, mon copain me dit, François, qu'est-ce qu'il faut être pour journaliste à Marseille? J'ai dit, de préférence, ne pas être Marseillais. Ah oui. Ça fait pas plaisir à tout le monde. Voilà. C'est sûr. Comme quoi, les lignes ne bougent pas, enfin elles bougent, mais elles bougent pas beaucoup. Finalement, ce bouquin, c'est combien d'années d'enquête? Pardon? Ce bouquin qui a été imprimé, c'est combien d'années d'enquête, combien d'années d'écriture, de recherche? C'est à peu près 5-6 années d'enquête. Ah ouais. 5-6 années d'enquête, oui. Mais ça continue d'ailleurs. Oui, ça continue toujours. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il a fallu partir? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il a fallu partir? Quitter cette ville? Partir? Oui. Non, je ne suis pas parti sous une certaine forme de menace. Tu es parti pourquoi? Je suis parti parce que je m'emmerdais, voilà. Ah. Parce qu'à Marseille, ce qui m'intéressait, c'est de faire de l'investigation, effectivement, c'est vrai. Ensuite, je venais d'avoir, pardon pour mes chevilles, le prix Albert Londres. Ça change une vie, ça? Oui, je ne sais pas si ça a changé ma vie, mais j'en suis très honoré. Quoi. C'est voilà, la récompense. Ouais. Et la même année, j'ai participé donc au prix Pulitzer, si vous voulez. Donc, sur la French Connection. Et tu l'as su avant ou t'as été étonné? Comment? Tu l'as su avant que tu allais avoir le prix Pulitzer? Est-ce que tu l'as su avant? Comment? Ah, pas du tout. Pas du tout. Donc Non, j'ai appris et j'avais peur de revenir à Marseille d'ailleurs. Ah oui. Parce que j'avais travaillé avec ce journal qui s'appelle Newsday. Ouais. Ils étaient 18 journalistes américains ici. 18. Pour ce sujet? 18 pour ce sujet. D'accord. Donc ils questionnaient des gens, etc. Ils étaient installés au Lavandou.
Il y avait parmi Bob Green, qui était un très grand journaliste à Black, etc. Et ils se réunissaient, je suis allé plusieurs fois chez eux, on discutait, etc. Et il y avait un appel à la délation. C'est vrai dans les journaux, moi-même j'y ai participé. Si vous entendez parler, si vous avez des tas de trucs qui donnent un indice sur la fabrication de l'héroïne, etc. Et les gens du Lavandou disaient, il y a des trafiquants de drogue ici, il y a même un noir américain, je suis sûr que c'est un trafiquant, etc. Là, on est en 1974. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé juste après ces 2 prix? Ben, je suis resté à Marseille, continuer à faire des sujets. Bon, j'ai fait des trucs sur le Polisario en Algérie, par exemple. Oui. J'ai eu la chance de voir le combat du siècle, Ali Forman à Kinshasa. Incroyable. Voilà. Incroyable. Et puis, mais je m'emmerdais à la fin parce que je me disais, je suis resté très frustré sur cette histoire de la French. Parce que je me suis le boulot n'était pas fini pour toi. Le boulot n'était pas fini. Ouais. D'ailleurs, le flic, Morin, qui est devenu ensuite mon ami, on l'a gentiment expulsé de Marseille sous le couvert d'une promotion à Paris, parce que ça risquait d'aller trop loin. Voilà. Donc, et j'avais une idée en tête sur véritablement un personnage qui pouvait être pas ce qu'on peut appeler le parrain ou le Orwell de la drogue, mais qui était... Et on n'a jamais pu avoir les biscuits là-dessus, si vous voulez. Et ça m'a donné l'idée, 20 ans plus tard, d'écrire une fiction. Voilà. On se remet au travail avec un flic. Mais là, on est tous les deux seuls, hein, c'est-à-dire... Ouais. Pas mal d'années après. Ouais. Pardon. Est-ce que tu as fait des grands reportages? Tu parlais de Kinshasa, de Mohamed Ali. Est-ce que tu es parti sur des fronts? Est-ce que tu as fait un peu de culturel? Tu as été plus dans des choses éclectiques? Ben oui, j'ai fait pas mal de guerre Vietnam, le Vietnam, la guerre en Irlande, très violente. En Irlande? Très violente en Irlande. Tu es resté longtemps là-bas? Plusieurs fois, plusieurs fois, et avec parfois des aventures comiques. Il y avait la passionnariat de l'Iran, Bernadette Devlin, je ne sais pas si ça dit quelque chose. Et tout le monde voulait interviewer. Et puis j'étais à Belfast, à Londonderry, et on m'avait dit, elle n'est pas là, elle est dans le sud de la France. Ah, comme par hasard. Au Lavandou. Et je me dis, formidable, je reviens ici, je rentre à Marseille et j'appelle toutes les gendarmeries de la Côte d'Azur. Je dis, vous ne connaissez pas voilà, c'est une Irlandaise, etc., qui serait hébergée par un Anglais, etc. Et quelqu'un me dit, peut-être à Baume-les-Mimosas. Ouais. Donc je suis parti avec un copain, un photographe, 1h du matin. Et pour trouver des témoins à 1h du matin, c'est difficile. Mais il y a qui on peut voir à 1h du matin? Les boulangers. Ouais. Et j'ai demandé au boulanger, j'ai dit, il n'y a pas un Anglais ici, il y a un Anglais qui habite là, etc. J'ai cogné à la porte, il devait être 2h. Ouais. J'ai vu sortir un mec et je lui ai dit, voilà, je suis journaliste au Provençal, nanana. Je suis à la recherche de Madame Devlin. Le pauvre, il était rouge, il avait dû vider une barrique de rosé dans la journée. Rosé ou rouge. et en chemise de nuit, et je l'ai vu très... Et il m'a dit non, etc. Bon, le lendemain, je suis revenu. Ouais. Et cette fois-ci, je lui ai dit, voilà, je reviens encore. Et j'ai découvert après, il a écrit un papier dans l'Observer. Je l'ai gardé, je l'ai encadré chez moi. Il dit, si vous allez en France et que vous allez prendre des vacances au Lavandou, à Baume-les-Mimosas, et que vous voyez arriver un jeune garçon un peu échevelé, qui a l'air très fatigué, etc., et qui vous dit qu'il cherche Bernadette Devlin, et puis, écoutez, faites-lui plaisir, mais offrez-lui un verre, mais qu'il l'a portonné, parce que il avait dû être d'ailleurs sacked. Sacked, ça veut dire viré. Parce que la veille, il m'a dit qu'il travaillait pour le Provençal, le lendemain pour RTL. Pour RTL. Donc quand on s'est rencontrés il y a quelques mois, pardon? Quand on s'est rencontrés il y a quelques mois avec Yannick Long de Localanque, qui t'a emmené sur l'eau pour tout à fait autre chose. Un type qui part de Miami à Cuba. Là, j'étais toujours sur des histoires que t'as ratées.
tu partais faire une interview de Castro. Et il est mort une semaine avant que tu partes. Il y a 1 mois et demi. Il y a 1 mois et demi. Tu l'as connu, lui? Non, je l'ai rencontré qu'une seule fois, Mhm. mais ça, je ne peux pas dire que je le connais. C'est-à-dire que dans des conditions un peu surréalistes, moi j'évite les ministres, j'évite les gens, officiels. les officiels, ça m'intéresse pas la langue de bois. Sauf Castro, bien sûr. Quand même. Et puis voilà comment ça s'est passé. J'étais à Santiago de Cuba. Mhm. J'attendais un avion et on avait beaucoup de retard, comme ça se passe beaucoup à Cuba. Et il y avait un couple à mes côtés, de personnes âgées, qui s'impatientaient, qui est français, je l'entendais parler. Et à un moment donné, le monsieur a dit j'en ai marre de cette histoire-là, je vais me plaindre, ils vont savoir de quel bois je me chauffe. Il avait un tour de contrôle. Il est revenu, il a dit on part dans 20 minutes. Je dis bon, ça va, bien. Je me retrouve dans l'avion à leur côté. Et le type me dit en franc, il me dit vous connaissez Cuba? Je dis un peu, oui. Il me dit commencez maintenant, si Fidel sait que je suis ici, il va sûrement m'appeler, etc. Alors déjà j'étais un peu sur mes gardes quoi quand même. Et on commence à parler, il me parle de Malraux, de Gaulle, je dis vous allez de connaître du monde. Il me dit oui, c'est-à-dire que ma femme est la fille d'Edgar Faure. Voilà. Ah oui, le fameux Edgar Faure. De plus en plus inquiet, je pense que je disais. Je lui ai dit, écoutez, si vous voyez Fidel, dites-lui par hasard, tout hasard, que vous avez rencontré un journaliste. Et il me dit, ben, écoutez, venez, c'était le jeudi, le vendredi, venez demain soir à notre hôtel, et puis je viens le soir, et le vendredi, pour moi, c'est sacré, c'est la boxe. Je vais assister à des combats de boxe. Il y en a d'autres qui font d'autres choses le vendredi. François, c'est la boxe. Oui, tout dépend. Bah, Cuba, en plus... Et la boxe à Cuba, c'est ce qu'il y a de plus beau. Ouais. Parce que les boxeurs cubains ne sont pas seulement des boxeurs, ce sont des danseurs. C'est un boxeur, vous ne le touchez jamais, un cubain. Donc, je vais les voir avant d'aller à la boxe. Et ils me disent, écoutez, vous voyez ce qu'on vous a dit, Fidel a su, etc. On a rendez-vous demain. Incroyable. Alors j'ai dit, bon, vous avez de la chance. Il me dit, non, vous venez avec nous. On lui a dit qu'on... Oh, j'ai dit, formidable. Et je dis, excusez-moi, j'ai une soirée. Ah, vous allez voir votre cubaine? Je dis non, je vais à la boxe. Et cette femme me dit, la fille de... J'ai 2 passions dans ma vie, c'est la boxe et le roman policier. Il se trouve que mon beau-frère était un grand auteur de polar, qui est décédé il y a 2 ans. Je dis, je raconte. Je dis, voilà. Ah, il me dit, j'aimerais le connaître. Je dis, mais est-ce qu'on peut venir avec vous à la boxe? Je dis, oui, bien sûr. Et je les amène avec moi, je rentre, il y avait un combat, Félix Savone, 3 fois champion olympique des poids lourds, avec un type beaucoup moins connu. Ça devait se terminer rapidement, quoi. Je passe en quelque sorte à l'entrée, avec une carte de presse en disant ça peut peut-être marcher ici, j'en sais rien. Et les gens nous ont vu passer, moi avec ma carte de presse et ces 2 personnes, ils ont cru qu'on était des VIP, quoi. Ouais. Fauteuil de ring, cigares, rhum à volonté. Bien reçu à Cuba. Et ces gens que je connaissais de la veille m'ont dit, vous avez l'air d'être connu ici. La fille d'Edgar Faure quand même, tu vois. Je lui ai dit, non, je ne sais pas, c'est la première fois que ça se passe comme ça. Il y a ce combat, Savone, et Savone, pendant les 2 premiers rounds, se balade avec lui. Et l'autre, tout d'un coup, passe par en dessous, et Savone au tapis, c'est l'événement du siècle là-bas. D'accord. Bon, le lendemain, je vais avec eux donc à cette réunion, enfin c'est Fidel. On nous fouille tout, pas d'appareil photo. Parce que là-bas on l'appelle Fidel avant de rencontrer Monsieur Castro, c'est Fidel direct. Moi je l'aurais appelé Castro, monsieur. Non, je l'aurais même pas appelé Fidel Castro. Commandante. Commandante, voilà. Et donc on part, je devine à peu près où on est allé. Et on rentre dans un truc, et au bout d'un couloir, il y a Fidel Castro en tenue civile. Et on est là, etc. Ils se parlent. Et Castro leur dit comment ça se passe. Il dit grâce à François, hier on était Superman de on a passé une soirée formidable. Et Fidel dit mais quoi, vous étiez à voir Savone? Je dis oui. Comment il a fait? Moi je suis à 3 mètres de lui. J'ai dit, commandante, et voilà, il est passé par en dessous, un crochet du gauche au foie, il baisse et le droit au menton. Il dit comment? Et chaque fois il dit comment, cogno. Et je me rapproche au fur et à mesure.
À la fin, j'avais pas d'autre solution. J'ai dit voilà, il a touché au foie et j'ai mis le truc. J'ai pas une photo de ça, voilà. C'est long. On peut pas être écrivain et photographe en même temps. On peut pas tout faire. Le seul mec qui a foutu au pas sur la gueule à Fidel, c'est moi. Et dans tout, quels sont les gens les plus fantastiques que tu as pu rencontrer là dans toutes ces décennies d'enquête, de voyages, de grands reportages? S'il y en avait trois rencontres, à part Fidel, je veux dire. Hein. Il t'a donné ça, c'est quoi? Mais il faudrait. Moi, j'aime pas les bijoux. Mais ça, approche le micro parce que on le voit mais on n'entend plus. Voilà, c'est un truc en plastoche. Il t'a donné ça quand là? Non mais c'est sérieux. Au moment de l'apartheid, j'étais à la fin de l'apartheid. Pour un interview. En fin de l'apartheid. Pour un interview. Pardon? Pour faire un interview. Oui, non, je peux pas dire que c'était un interview, quoi. C'était, il y avait plusieurs personnes. Ouais. Puis il m'a remis à quelques-uns dont j'étais. Voilà, Puis les autres personnes, c'est Nixon, où j'ai tout loupé. Ouais. Et Yannick Long. Photo. Et Yannick Long. Et Yannick Long, ah oui, mais lui est au-dessus du panier. Ah bah ça, on est bien d'accord, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Écoute, François, merci d'être venu. Te rappeler ces heures de jeunesse à côté des rues du Port de Sud. Mais c'était quoi le titre de ce bouquin d'Albert Londres finalement? Marseille, Porte du Sud. Porte du Sud. J'étais sûr que c'était. Ça avait un lien avec cette. Mais c'est marrant. Il aurait pu écrire Malmousse. Il aurait pu écrire plein d'autres choses. En tout cas, merci d'être venu nous voir. Puis tu reviendras. On fait une petite pause. Dès que tu reviens de Cuba. On peut encore parler un peu s'il veut, François, après. Tu veux boire un rhum, François? Ah, si on me prenait par les sentiments. On va prendre par le rhum alors. On y va. Une petite pause musicale et encore des choses à se raconter. Par le rhum. On parle de Yannick Long après parce que il a parlé de Castro, il a parlé de Nixon. Il a quand même rencontré Yannick Long quand même. Jesse Owens, non? Il n'y a pas une histoire avec Jesse Owens? Pardon? Jesse Owens. Non, oui. J'ai pas compris. Jesse Owens. Ah, Jesse Owens. Ah oui, non. Ça fait. T'as couru avec lui? Quand même. Non. T'as couru avec Jesse Owens? Oui, je l'ai même battu, là. Non. Bon, on en parle dès qu'on sait un peu rincer les oreilles avec la bonne musique. À tout de suite. Tu bois quoi comme rhum finalement? Un petit son. Ambré, si c'est possible. Ok, c'est parti, on y va. Sunlight. Non. Si. On n'entend pas Nico. Est-ce que tu peux monter le Malo Chico? Malo Chico, comment t'as? Ça va toi? Ouais, ça va, ouais. Donc... Personne m'entend. Si, moi je t'entends. Ça y est. Ouais, ça y est, ça va. Et je me fais engueuler comme à chaque fois je me fais engueuler avec le micro. Ouais, c'est un fou, problème ça. avec le micro. Ouais. C'est hallucinant. Donc on disait on est en direct au Sunlight Yacht Club de Off Malmousk, chez Antoine dit le Poule Pirate. Et là on va écouter, il y a une bonne ambiance, il y a du monde et tout, voilà. Et là on va écouter Manon. Comment on l'a rencontré Manon? Comment ça se fait qu'elle est là Manon? Par le journaliste, parce qu'après... Parce que Manon va nous faire une petite chronique après. Tout à l'heure, ouais. Voilà. Mais là, on va l'écouter parce qu'elle a plusieurs cordes à son arc. Elle a un site, comment il s'appelle Manon, ton site? Alors en fait, vous pouvez me trouver sur Facebook. Alors vous pouvez me trouver sur Facebook en tapant la musique de Manon tout attaché. Ok, et ben c'est à toi maintenant. Et elle va être accompagnée de Francky, dit Frankenpoulpe. Frankenpoulpe. À l'harmonica. On fera après l'interview avec moi de François. À tout de suite. À tout de suite, merci. Mon téléphone il est juste derrière. Ah, on a un petit souci de téléphone, ça fait du bruit. Ah oui, ça vibre, c'est les aléas du direct, ça, c'est ça qui est bon. Donc c'est à Manon. Ooh, Lordy, trouble so hard. Ooh, Lordy, trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lordy, trouble so hard. Ooh, Lordy, trouble so hard. Don't nobody know my
my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lord, I'm trouble so hard. Ooh, Lord, I'm trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Went down the hill the other day, so I got a happy and stayed all day. Went down the hill the other day, so I got a happy and stayed all day. Ooh, Lord, I'm trouble so hard. Ooh, Lord, I'm trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Went in the room, didn't stay long. Looked on the bed and brother was dead. Went in the room, didn't stay long. Looked on the bed and brother was dead. Yeah, 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 yeah. Ooh, Lord, I'm trouble so hard. Ooh, Lord, I'm trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? Moi, vous m'avez vu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Hélas, avril en vain me voue à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue sans amour, mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson.
plastic bag, drifting through the wind, wanting to start again. Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens and no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you, and you just gotta ignite the light and let it shine. Just own the night, like the 4th of July. 'Cause baby, you're a firework. Come on, show them what you work. Make them go, oh, 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 as you shoot across the sky, sky, sky. 'Cause baby, you're a firework. Come on, let your colors burst. Make them go, oh, oh, oh. You're gonna leave them falling down, down, down. You don't have to feel like a waste of space. You're original, cannot be replaced. If you only knew what the future holds. After a hurricane comes a rainbow. Maybe a reason why all the doors are closed, so you could open one that leads you to the perfect road. Like a lightning bolt, your heart will glow, and when it's time, you know you just gotta ignite the light and let it shine. Just own the night, like the 4th of July. 'Cause baby, you're a firework. Come on, show them what you work. Make them go, oh, 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 as you shoot across the sky, sky, sky. 'Cause baby, you're a firework. Come on, let your colors burst. Make them go, oh, oh, oh. You're gonna leave them falling down, down, down. Boom, boom, boom. Even brighter than the moon, moon, moon. It's always been inside of you, you, you. And now it's time to let it through, through, through. 'Cause baby, you're a firework. Come on, show them what you work. Make them go, oh, 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 as you shoot across the sky, sky, sky. 'Cause baby, you're a firework. Come on, let your colors burst. Make them go, oh, oh, oh. You're gonna leave them falling down, down, down. 'Cause baby, you're a firework. Come on, show them what you work. Make them go, oh, oh, oh. You're gonna leave them falling down, down, down. Boom, boom, even brighter than the moon, moon, moon. Boom, 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 even brighter than the moon, moon, moon. J'en ai une dernière en stock. C'est bien parce que c'est vous. Ouais. Pas le septembre, comme il est loin le tendu,
Ciel sans cendre, il serait temps de s'entendre sur le nombre de jours qui jonchent le sol. D'octobre, mal si tendre au début, de novembre devint sourd aux avances de l'amour. Mais quel mal me prit de m'éprendre de lui. Sale décembre, comme il est lourd le ciel, sais-tu que les statues de sel ont cessé de t'entendre? Pâle septembre, entends-tu le glas que je sonne? Je t'aime toujours, je t'aime toujours, je t'aime toujours. D'amour, je sème l'amour. Je t'aime toujours. Les saisons passent, mais de grâce, faisons semblant qu'elles se ressemblent, qu'elles nous ressemblent. Je t'aime toujours, mais qui est cet homme qui tombe de la tour? Je t'aime toujours, mais qui est cet homme qui tombe amoureux? Je t'aime toujours, mais qui est cet homme qui tombe amoureux? Septembre, comme il est loin le temps du ciel sans cendre, il serait temps de s'entendre. Yes, bah voilà, hein, vous êtes en direct sur Radio Doom Doom, au Sunlight de Malmousque. Et bah merci Manon, c'était super, plein de douceur. À tout à l'heure. Voilà, on se retrouve dans 5 petites minutes, on va faire une petite pause musicale. On va se retrouver, j'espère, avec François encore pour une petite interview un peu plus. Et en fait, C'est génial comme ça, c'est génial. Attends, sinon elle va pas y arriver Manon, hein, Nico. Attends, excuse-moi Manon, je t'ai coupé. non, il n'y a pas de souci. Donc l'idée de Faut cette... lui donner un nom de poulpe quand même. Bah, Manon des poulpes. La Manon des poulpes. C'était tout Manon des poulpes. En direct, on l'a trouvé. Bravo, On vient de trouver le voilà. La Alors, Manon la des première poulpes. chronique de Manon des poulpes. mon baptême. En Ah ouais, là direct. c'est le baptême. Hein. La Manon des poulpes, elle a des belles tentacules, elle nous fera des beaux soupions. Ah, c'est pas vrai. Bah, c'est parti dans les jingles quoi. Allez, c'est parti. Vas-y Manon. Salut Manu. Alors, oui, donc ce mois de janvier a été marqué par 2 grandes nouvelles pour le rap marseillais. Lundi 9 janvier 2017, le groupe Illustre IAM annonce la sortie prochaine de son 8e album studio, Révolution. Samedi 14 janvier 2017, Julien Marie alias Joule fête ses 27 ans. Ce qui fait de lui mon aîné de 8 mois et 11 jours exactement. Pourtant, comme le titre de son album L'OVNI l'indique, il semblerait que nous ayons grandi sur 2 planètes bien différentes. Ah ouais. Vous l'aurez compris ce soir, Mars. j'ai mal à mon rap marseillais. Julien, tu as grandi dans le quartier de Saint-Jean-du-Désert, j'ai grandi à Sainte-Anne. Moins de 10 km et le mythique stade Vélodrome nous séparait, mais pourtant j'ai grandi dans l'amour de la langue française et des voix pures et mélodieuses. Toi, tu as grandi dans l'amour des rimes très pauvres et de l'autotune. L'autotune, mais si, c'est cet effet que l'on ajoute allègrement à toutes les voix dans les morceaux d'aujourd'hui. C'est de la thune hein, par contre. Et qui m'évoque... L'autotune quoi. C'est pas faux. Fais de la thune quoi. Et donc c'est cet effet qu'on ajoute aux voix et qui m'évoque le chant d'un extraterrestre enrhumé qui aurait un aspirateur coincé dans l'œsophage. Et ben voilà, nous y revoilà, l'OVNI. Au moins tu le reconnais, c'est déjà ça. Pas mal. Lova, c'est ta chanson romantique.
Je me dis, tiens, allons découvrir la plume sensible et poétique de ce fameux Jul dont tout le monde parle. Je ne sais pas si quelqu'un a vu le clip. Moi, je l'ai vu. Moi j'ai arrêté, ça m'a endormi. Comment j'ai dit, en langage de couple, ça fait. Je crois que c'est la télé qui me regardait à ce moment-là. Alors, donc dans le clip de Elle a un peu Lova, subi. on voit un homme tomber amoureux d'une jeune businesswoman moderne et déterminée. Ah non, pardon, en fait non, autant pour moi, il tombe amoureux d'une go-go danseuse, totalement paumée, qui danse en culotte autour d'une barre de pole dance dans un bar quasi vide. Voilà. Ah oui, et Jul arrive en hélicoptère au début du clip. Et ouais, ma gueule, le scout, c'est pour les losers. Et ça n'a strictement aucun rapport avec le sens de la chanson. Mais bon, que serait le rap sans un minimum de bling-bling? Et il y en a pour qui c'est les dents en or, d'autres les hélicos, chacun son truc. J'y pense. J'ai envie de dire. Et moi j'y ai pensé les dents en or. Trop cher, non? Ouais, c'est pas pour tout de suite. Bon, je sais que vous en mourrez d'envie, alors très bien. Je vais vous citer mon passage préféré, c'est le tout début de Lova. Ah. Oh, j'ai flashé sur cette jolie dame, je la vois danser, je sens mon cœur qui crame, je sens mon corps qui tremble. En fumette de la veille, j'ai le regard qui tombe. Ta bouche me tente, ton boule trop tanké. Faut que je me détende, alors s'il te plaît, détends-toi. Ah, j'ai mal à mon féminisme. Ah, j'ai mal à mon français. En tout cas, une chose est sûre, les filles, si vous voulez séduire Jul, le romantique, ne vous fatiguez pas à fouiller parmi les décolletés les plus plongeants de votre penderie, non. Écoutez, ces citations parlent d'elles-mêmes. Je citerai donc tout d'abord la chanson Chiquita. Je vois plus rien devant son boule magique. Je m'évade, je deviens très nostalgique. Je cite maintenant mon C'est bijou. imagé en même temps. C'est très Ouais, imagé. c'est pas mal. Faut que je te dise tout, il est magique ton boule. Viens, on va faire un tour avant que je perde le nord. Oh, mon bijou, oui. Notez-le donc une bonne fois pour toutes, mesdames. Jul rime bel et bien avec boule. Et pas poulpe. Et pas poulpe, non, ça ne rime pas. Ça, c'est net. Hein. Non, mais trêve de plaisanterie, il est important de le rappeler. Jul, en bon rappeur qui se respecte, tu soulèves des sujets sensibles de notre société. Dans ta chanson En Y, par exemple, tu nous parles de la misère de ces jeunes défavorisés qui n'ont pas assez d'argent pour s'acheter une roue avant en bon état et qui ainsi se retrouvent forcés de faire des roues arrière pour utiliser leurs cyclos, motos et autres scooters. Ah, quoi? Comment? C'est parce que c'est stylé de faire des roues arrière? Et moi, depuis tout ce temps, qui me disait ah là là, les pauvres. Très bien, ok, c'était pas très évident, mais je le saurai maintenant. Bon, alors citons plutôt ta chanson Mon rêve, une chanson dans laquelle tu t'imagines partir loin, t'évader d'un quotidien morose et sans pitié. Je cite: il n'y a pas de police, il n'y a pas de prison, dans mon rêve, il n'y a pas de taf, pas de réveil à 6h, je vois des boules magiques dans mon viseur. Ok, bon, Ah ouais, là, quand même. là, Ah ouais, je, bien. voilà, Bien. Il centre tout le temps le sujet, quoi. Hein. Je C'est m'incline. impressionnant, quoi. voilà, je m'incline. Il aime Jul, les boules. j'ai essayé, j'ai cherché, mais malgré tout, je Mets-toi à n'ai... la pétanque, jour. C'est la pétanque. Ah mais oui, exact. C'est peut-être ça en fait. Il y a peut-être un Ouais, truc c'est la dans son pétanque. enfance. C'est encore un coup du cochonnet, ça. C'est encore un coup du cochonnet. Voilà, donc j'ai essayé, j'ai cherché, mais malgré tout, je n'ai pas trouvé d'âme et de profondeur dans tes textes. Je n'ai pas non plus trouvé de musicalité dans tes chansons. Mais Jul, qui serais-je pour te reprocher de faire ce que tu aimes? Tant mieux pour toi si tu peux vivre aisément grâce à ta musique. Non, ce que je ne m'explique pas, c'est ton succès. Tout comme je ne m'explique pas le succès des nombreuses émissions de télé-réalité qui présentent entre autres des Marseillais absolument consternants et qui remplissent les grilles des programmes télé, pour qui on passe auprès du reste des Français. Enfin, ce que je veux Il faut dire... de tout hein, pour faire un monde. Il est vrai. C'est vrai. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a tant d'artistes qui font des choses extraordinaires, qui ont un vrai génie en eux et dont la plupart d'entre nous n'entendront jamais parler. Je perds un peu foi en l'humanité quand je vois le succès que tu rencontres, toi, Jul. Alors merci, Ayam. Merci de sortir un nouvel album et de me redonner C'est très espoir. très bon. Je l'ai écouté hier soir. C'est très bon, Ayam. Et je Il les, est re- très bon. je les Pas remercie. entendu, moi, encore. Je l'ai écouté hier soir. Il est très très bon. Ouais. Mais comment ça, tu l'as écouté? Il est pas encore sorti? Oui, mais j'ai écouté un trailer de. Ouais, t'as des contacts. Voilà. Dans Il la est, mafia. il est très 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 bon. Voilà, donc je les remercie de me Ouais. redonner espoir en un monde meilleur et surtout en un rap marseillais qui pèse. Ouais, un vrai. Merci, Manon. Super. Franchement, tu reviens, la prochaine rubrique, on verra de quoi ça parle. Mais c'est super. C'est la soirée des premières. Ouais, ça, C'est la pas mal. première des grands poulpes. La première de Manon. Bon, Jules, tu t'es fait une copine, hein, tu vois, voilà. Ouais, il est content de Jules. Il nous a appelés là. Tu peux nous appeler, Jules. Tu peux nous appeler. On peut en parler, Jules. Et ouais, Jules, franchement, quand il veut. Non, non, pas à ma radio. Hein, Manon, on interview. Ah, tu vois, bah, En interview, on peut faire si un demande un droit de portrait, réponse, tu es là. Ah, oui, D'accord. j'assume. D'accord. Totalement. Super. Et ben là, on va Super. reprendre un peu 5 minutes parce qu'après, on va avoir la suite de l'interview avec notre cher et tendre journaliste
François Michel. François Missen, merci. Alors, on met un petit peu de musique. Ouais, on va mettre de la musique. Taillé qui était d'ici. Une forme de Il valise était juste diplomatique. un peu Hein. d'ici. Moi, j'ignorais. À ce moment-là, c'était une sorte de vedette de la télé, quoi. Le Capitaine La Tortue, c'était une grande série, ça. C'est ça. Et en même temps, à partir d'un certain moment, problème de fric, sans doute, et puis un type pas très sympathique, d'ailleurs. Et il a plongé dans l'histoire, et ça a été un des... Et donc, quand les Américains l'ont arrêté, ils ont dit... Tu te mets à table, tu balances. Et immédiatement, il a balancé. Lui, il a balancé. Voilà. Quelle histoire. Mais on part direct dans c'est du l'aventure. film noir, mais c'est notre Lino Ventura Marseille. Mais il faut lire les bouquins. Voilà. Ouais, c'est vrai. Ouais. Il y avait encore une anecdote là, quand on disait en voix off. Pardon. On disait quand t'es passé sur le Prado là, qu'il y a quelqu'un qui s'était fait dessouder. Et donc ouais, en fait, ouais, raconte. C'est drôle ça. Ouais, raconte. C'est-à-dire, à l'époque, je ne savais pas encore l'histoire de drogue. Je revenais d'un match de foot. Je suis à un match de foot mythique. C'était OM Saint-Étienne. Ah ouais, à l'époque. Ouais. En février, il fait un froid de canard. C'était à l'époque des Verts. En plus, histoire de Keita, etc. Quoi. Je rentre le Serpentin automobile là, pour rentrer au journal. À l'époque, le journal était rue Francis Dafsault. Donc il fallait que j'avais un papier à faire. Et on n'avançait pas. Là. Et je vois au coin du boulevard Perrier et du Prado, il y avait des gyrophares, etc. J'arrête, bon, je suis journaliste, j'ai ce qui se passe. Et je vois au coin sur la chaussée un macabé. Un type allongé. Le micro. Un type allongé. Un macabé, quoi. Ça m'avait choqué, ça m'a interpellé, parce qu'il avait une chemise un peu jaune coquille d'œuf, là. Je lui dis, il s'habille mal ce mec-là quand même. Non, s'il devait avoir les dents jaunes, ça se voyait moins. C'est ça. Mais, et à côté, il y avait une paire de chaussures près de la tête, c'est-à-dire il était en chaussettes. Il y avait une paire de chaussures près de la tête. Et j'entends, j'étais un peu étonné comme ça, et j'entends une voix bien grasse marseillaise qui dit, il a mis les pieds là où il ne fallait pas les mettre. Voilà. Donc j'écris en disant, voilà comment on termine sa vie à côté de ses pompes. Parce que dans les contrats, il y avait ceci. Un contrat à la Mais Honda. c'était un mec qui avait été descendu. C'est-à-dire, c'est ça on descend un mec. Ouais, c'est ça, il était dessoudé, le gars. Ouais, dessoudé. Et pour quelques billets de plus, on lui enlève les chaussures, on les met à côté de sa tête pour dire, voilà, il ne faut pas recommencer. Tu vois. C'était un code. Un code. Mais il y a des histoires comme ça. Je me souviens près de Saint-Maximin où j'écrivais mes bouquins là-bas. Et je suis allé dans un patelin qui s'appelle Seyon-sur-Argence. Ouais. Ouais. Et j'étais dans une propriété viticole. Et dans cette propriété viticole, bon, j'étais hébergé là-dedans. Et un jour, j'ai dit, tiens, pour leur faire plaisir, je vais faire un papier dans Varmatin. Alors, il y avait ils taillaient à la fois à la main et des trucs mécaniques. Et il y avait beaucoup de gens qui taillaient à la main, des Portugais, Espagnols, Arabes, etc. Et le jour du repas des vendangeurs, je dis, bon, je vais raconter, leur demander qu'est-ce qu'ils font. Alors j'interviewe une minette, je dis, vous, ben, je fais une licence de philosophie à Aix-en-Provence et je gagne quelques sous, etc. Et vous, je suis portugais, voilà, je gagne un peu d'argent, etc. Ah, il y avait la mixité, et vous, ouais. moi, je suis de Kabyle, voilà, j'ai de garder un peu, voilà. Et puis, un petit vieux, avec une belle gueule, et je ne peux pas donner son nom ici, et qui coupait ses vignes avec vraiment un type adorable, très très discret. Chez vous, je suis retraité. Je dis, ah bon? Il dit, mais qu'est-ce que vous faisiez avant? Je tenais un bar. Où ça? À Marseille. Où? Alors je dis, ah bon, vous connaissez, mais vous connaissez? Je dis oui, et je lui donne des noms de gangsters de Marseille. Je dis, Salicetti, Blues Grise. Oh! Tu connais? Là, il me tutoie quand il... Tu connais? Oui, Paolini. Au plage, tu connais? Toi, tu es un grand journaliste.
Alors, je lui dis, mais quoi? Et ce type-là me dit, voilà, moi j'ai arrêté, je tenais le bar. Ça flambait, je tenais servi les pastis. Et en bas, on jouait, on flambait, etc. Et un jour, c'est une anecdote authentique. Et il y a Alain Delon qui sont venus pour faire un tournage sur le panier. Quand ils ont tourné Borsalino, ils ont pris mon bar. Et je dis, ouais, ils m'ont payé, etc. Quand je suis revenu une semaine plus tard, ils avaient tout cassé. J'ai dit, qui est l'enculé qui m'a fait ça? Alors, je dis, je vais voir. Et il dit, Delon Sabène, il dit, je suis Alain Delon. Tu vas te mettre à genoux et tu vas demander pardon. Je veux que tu me remettes le bar comme il était. Et tout de suite, si tu veux. Histoire authentique de Delon. Donc, ce type-là me dit, j'ai dit, mais pourquoi? Il dit, j'ai arrêté quand je pouvais plus faire l'intégrale. Ça veut dire quoi l'intégrale? Je pouvais plus me retourner sur la moto. Pourquoi? On me dit un contrat, c'est un contrat. On dit, ah bon? Intégral, ça veut dire le casque intégral. Donc, j'ai dit, mais t'as tué des mecs? On me dit, écoute, naine, naine, il y a un truc à faire, un type là-bas à Alger. Il me dit ensuite, il dit, mais t'as buté des mecs? On me dit, tu vas faire un tel, je vais faire un tel. Comme un plombier, il dévisse des boulons, moi je fais. Ah, j'ai dit, oh, mais t'as buté des mecs? Ah oui, mais proprement. C'est quand même vrai, ça. Proprement, comment proprement? Je dis, moi d'abord, quand j'ai le contrat, je prépare moi-même les cartouches. C'est-à-dire, je prends la cartouche et avant de sertir l'obus, je mets 3 petits graines de lavande dedans. Et je sertis comme ça. Au paradis, il sent comme bon. Ça, quand il arrive en haut, Il sent bon. Il sent bon. Voilà. Non, bah, c'est du haut dire, hein, c'est dingue. C'est Hein. énorme. Mais tu dis quand même... On va dire que c'est des histoires marseillaises, des histoires authentiques. Voilà, le type. J'ai amené un copain qui a écrit un bouquin sur les parrains corses, par exemple, c'est un bon copain. Vincent nous dit, il ne me croyait pas, je l'ai présenté. Putain, c'est pas possible. Alors, ça sert à rien de faire des fictions. Quand on a des gens comme ça, on est tellement frustrés. Est-ce que... Vas-y. Oui, Alain, moi j'aimerais bien poser des questions à François sur, avec sa grande expérience de la vie, tout le monde qu'il a rencontré, donc il a l'air d'avoir une expérience extrêmement riche. Qu'est-ce qu'il pense de notre monde actuel là? Question super doom-doom, C'est marrant, pour le coup. Ça rejoignait exactement ce que je voulais dire. Là, ce que tu racontes, en fait, c'est... tu l'as dit toi-même, tu dis... Comment? J'entends. Tu as dit, avant, il visait, maintenant, il tire des rafales. Je crois. Un truc comme ça. On est passé du revolver... mais au-delà de la question de la criminalité à Marseille, moi je parlais du monde, plutôt comment il va. Ça rejoint. Voilà, c'est la question bateau, mais voilà, comment tu regardes ça, toi, aujourd'hui, notre monde? Enfin, est-ce que tu as cultivé une espèce de positivisme, malgré tout? Je suis, comment dirais-je, je suis assez loin. Moi, j'adore, par exemple, écouter de la musique. Ouais. Mais j'écoute pas avec le casque. J'écoute véritablement. J'ai une belle sono chez moi. C'est bon, ça. C'est vrai que le numérique aujourd'hui isole. C'est-à-dire, bon, c'est un progrès peut-être technologie, mais pour moi, c'est pas la solution. Moi, je préfère écouter des disques, des DVD, des CD, des vrais disques, etc. Mais je vais pas sur Internet. Comme je dis, par exemple, quand tu prends le métro, tu vois, etc., dans la rue, tu vois des gens avec ce que j'appelle avec les écouteurs. Les écouteurs, les casques. Hein. Je leur dis, ils ont les vers solitaires qui leur sortent des oreilles, quoi. Ils ont pas la tête dans le cul, ils ont le cul dans la tête, à mon avis. Voilà. Donc, et ça isole les gens. Puis c'est vrai que le numérique, il a non seulement il a enfermé les gens, mais il les a aplatis. C'est le système du numérique, c'est tout plat. La musique d'ailleurs en numérique est bien moins bonne que sur qu'en disque. Bah, c'est hyper compressé. Le son. Non, mais et ça isole aussi, c'est-à-dire les gens
on Il y a moins d'échanges. On pouvait voir des gens dans la rue, on vous disait bonjour, etc. Tu vas dire bonjour à une fille que tu connais pas et qui a des vers solitaires dans la tête, là. Elle va appeler les flics. Alors elle va dire tu m'emmerdes. Alors qu'avant, on pouvait parler. Voilà, bon. Bon, par contre, les filles sont toujours aussi belles à Marseille. Ah oui, alors Non. comment ça marche alors 80 balais avec les filles là? Est-ce que non À la manivelle. D'accord. Pour le moment, ça va encore. Non, mais je veux dire, elles te sautent encore dessus. Comment? Les filles. Sauf. Non, c'était une blague. Elles se font rares quand même. Oui, c'est une blague. Mais toi, t'as connu l'époque avec Brigitte Bardot quand même. Oui, je la connaissais. Hein. Ah, tu la connaissais? Ah bah oui, j'ai même fait un truc. C'est dans mes histoires d'Afghanistan. Là. Ouais. Où t'as été un des premiers prisonniers, c'est ça? J'allais l'interviewer de temps en temps, quoi. Et je perdais les pédales parce que je vois Bardot dans sa splendeur. Elle était belle. À Saint-Tropez. Enfin, elle est belle. Midi, 1h, elle était à moitié à poil et je commençais à bégayer. Je savais plus quoi dire. Quoi. Enfin, c'était bon. Mais la dernière fois, ça a été quelque chose qui m'a meurtri, si je peux dire, parce que j'ai été vraiment cocu. Cocu, pas effectivement comme une femme, cocu par l'amitié, par un type qui était mon grand ami, qui était un ami, et qui est mon pire ennemi aujourd'hui, dont je peux donner le nom, qui est un avocat très connu, très médiatique, Gilbert Collard, voilà, qui était mon copain, qui était de gauche à l'époque. Vous savez où il se trouve maintenant, et où il y a du pognon, voilà, surtout. Voilà. Bon. Et donc, il se passe la chose suivante. Je suis à Marseille, j'arrive à Marseille, et mes parents... On est chez Antoine, hein. C'est un pirate, de toute façon. J'arrive à Marseille et avec un copain afghan, donc qui est mon copain afghan qui est, comment dirais-je, qui était mon informateur sur l'Afghanistan. Je vois Collard, et Collard me dit la chose suivante, tu m'accompagnes chez le Bachaga Boualem, chez les Harkis, j'ai un client là-bas. J'accompagne. Et il me dit, il voit son client, il me dit, tu peux pas m'aider, je défends la Ligue française contre la vivisection. Il y a un professeur de médecine à Marseille qui torture des chats et des chiens. Est-ce que tu peux m'aider? Aider, ça veut dire parler voilà, c'est ça. J'en sais rien. Je dis, va voir Bardot. Il dit, Bardot comment? Je la connais. Je dis, je la connais. J'appelle Bardot. Et elle me dit, je dis, voilà, j'ai un ami qui est avocat, est-ce que tu veux le recevoir? Elle dit, à condition qu'on ne parle pas de ma vie privée. Toute la vie privée, un ordinateur grande puissance pour savoir, quoi. Enfin. Et ok, on y va. On va à Saint-Tropez. Il reste avec elle pour parler. Moi, je suis sur la plage avec Habib Zikria, mon informateur, et le Jules qu'elle avait à l'époque. Beau mec, yougoslave, sculpteur très très beau mec, et un peu voyou. Et sur la plage, au mois de juillet 79, quelle coquine quand même. Habib Zikria me dit, François, les soviétiques arrivent le 27 décembre, ils sont 80 000. Je dis, Habib, comment moi, tu veux que je... Démerde-toi, tu es journaliste. J'ai essayé d'alerter, dire, voilà, amener ce mec devant une télé, à l'époque c'était pas TF1, je sais pas. Tu vois, cet Afghan, qui est un personnage connu, etc., voilà ce qu'il dit. Moi, je peux pas le dire. Je me suis fait jeter de tous les côtés. Et le 27 décembre... Pourquoi? On me disait, un vieux copain m'a dit, écoute, nous, on n'est pas à la traîne de l'info, il ne se passera rien en Afghanistan pendant un siècle. Voilà, pour commencer. D'autres, ça ne nous intéresse pas, l'Afghanistan, etc.
Bah, il y a eu l'époque de 27 Massoud décembre. aussi. Hein. C'est étonnant, non? Comment tu Ah, ça l'analyses aujourd'hui, là? Ben, c'est la presse, ça. Hein. J'en fais partie. Non, mais ils avaient des instructions. Ils vont, comment moi, ça se fait si qu'on peut pas le savoir? moi, C'est pas si rien, tu veux- 80 000 soviétiques qui arrivent en Afghanistan. Moi, je peux te C'est pas raconter. rien, quand même. Mais ça existe tous les jours, des histoires comme ça. Moi, pour sortir la French Connection, il y avait la bande qui était dans le tiroir de mon vieux copain, qui est décédé maintenant, Jacques Chaput, depuis un mois. Il n'avait pas sorti. Il a fallu que l'interview qui est comment dirais-je, dans le Provençal, ça mette le feu aux poudres. Et Jacques m'appelle à 4 h du matin. Qu'est-ce que tu fais? Tu dors, il y a le feu, etc. Je regarde dans le tiroir, dans ton tiroir, regarde un peu, écoute la bande, il y avait tout dessus. Ah ouais. Ça fait partie des métiers comme ça. Ouais. Là, je vous donne un autre exemple. J'ai 10 heures de rush, 10 heures, sur la famille cachée de Picasso à Cuba. Oui, oui, oui. La famille Black, cachée. Bon, qui est famille collatérale, Picasso jamais. Quand vous voyez Juan Antonio, le père, c'est Picasso en black. Ah, ouais, ouais, On l'appelle d'ailleurs, là-bas, on l'appelle El Negativo, le négatif. C'est Picasso. Ça fait déjà quelques années que j'ai ce document. J'arrive pas à le sortir. Ah ouais. J'arrive pas à le sortir. Et je pouvais le sortir. Mon idée, c'était d'amener ce vieux black en France et faire la tournée à Valoris, à Malaga, Ah, mais c'est etc., Picasso. Hein. etc. J'étais sur le point de le faire et il est mort entre-temps. Voilà. Ah ouais. Alors, je pense que ça va se faire. Ça fait à peu près 7-8 ans que j'ai ce document. 7-8 ans, et je pense que ça va sortir un de ces quatre. Voilà. 7-8 ans quand même. Mais quoi, c'était tabou. Tu disais qu'il n'y a aucun producteur qui voulait remettre en question l'image de Avec tous les éléments. Pablo Picasso. J'ai fait 7-8 heures Ouais. de rush, avec toutes les Ah, c'était trop tous tôt, les peut-être. éléments, l'extrait de naissance. Mais parce que, est-ce qu'il n'y a pas une histoire d'héritage après derrière, genre après si Non, c'est il n'en reconnu aura rien du tout, non, non. Simplement, dire voilà, c'est l'histoire qui est la Ouais, suivante. c'est une face cachée. Le de grand-père Picasso, maternel de Picasso a quitté Malaga à la fin du 19e siècle. Il était fauché. Pablo Ouais, était mais né. j'ai entendu parler de cette histoire déjà. Hein. Pablo était né, voilà. Et il est allé au Pérou pour gagner un peu d'argent. Il est resté 6 mois. Du Pérou, il est passé à La Havane. Il a été administrateur des douanes pendant une année. Et de La Havane, il est passé à un patelin qui s'appelle Sagua la Grande, où il y avait le plus grand peintre cubain, Wilfredo Lam. Et là, il a rencontré la belle Cristina, une esclave noire, affranchie, noire comme une soutane. Et il a fait 9 enfants, il a oublié de rentrer. Et aujourd'hui, vous avez Elle a pas chômé, hein. et vous avez à Cuba 250 personnes qui s'appellent Picasso. Voilà. Ah ouais, voilà. Elle est belle l'histoire. C'est une belle histoire. Ouais. Bon, bah c'est bien, on finit là-dessus ou quoi? Ouais, c'est pas mal, ouais. François, on pourrait passer des nuits hein, à discuter. Ah Je ouais, ne ouais. comprends pas. On pourrait passer des nuits à discuter. Hein. Ah ouais. Je Et comprends. puis, On pourrait passer des nuits à discuter. ouais, et à t'entendre, on va raconter plein d'anecdotes. Ouais. C'est C'est vrai, vrai que là, c'est. Tu as un livre, hein. Tu as un livre. Merci. Je préfère raconter qu'écrire un livre quand même. Ouais, bah, en tout cas, c'est plaisant de Tu- t'entendre. Merci. On se retrouvera avec plaisir. Merci notre Lino Ventura. Merci, ouais. Parce que là, franchement. Si vous voulez dire le mot de la fin, François. Hasta la victoria siempre, comme dit. C'est. Ouais, bien. bon. Ciao, ciao. Et vive la poupocratie. Notre. Il est où? Le bigorneau. Oh, mais tout va bien. Ça s'est bien passé quand même, hein, cette soirée. Voilà. Bon, on va se quitter là-dessus. Merci à tous. Merci, Frankenpoulpe. Eh ben, C'est merci. bien, j'ai bien aimé l'angle. C'était super. Et puis, bah voilà, il y a vachement de monde, hein. C'est Il y a vachement de vrai, monde, ouais. super ambiance. C'est pendant qu'on aussi faisait comme, l'interview de François, il y a plein de personnes qui sont arrivées. Voilà, c'est sympa. Nouveau quartier général Si de vous voulez passer, des Doom Doomers, alors. Si vous voulez passer